Il n'est pas possible de passer sous silence la question de la communication et de l'écoute, qui sont deux éléments intimement liés, puisque c'est la parole qui circule dans les deux cas. Personnellement, je n'aime pas trop le mot de communication et je n'aime pas trop cette façon de parler et de dire savoir communiquer. L'expérience montre que la communication comme l'écoute sont l'apprentissage de toute une vie et que la science qui permet de voir de quoi il s'agit s'appelle la rhétorique. Alors la rhétorique, c'est une discipline tout à fait originale, hein. C'est la science et l'art de l'action du discours sur les esprits. La communication a pris un sens très péjoratif, le mot communication, alors que le mot rhétorique, hein, désigne une technique, un art oratoire. En fait, on peut dire que le discours étant l'image de la pensée, la rhétorique est l'art d'organiser ses connaissances, ses expériences au sein de notre mémoire. Et que de cette organisation, qu'on pourra appeler d'ailleurs sous certaines formes un palais de mémoire, et bien de cette organisation de la mémoire, on pourra ensuite s'exprimer et décrire un certain nombre de choses. La rhétorique a été à la mode dans le monde romain, après l'avoir été dans le monde grec, avec quelques très grands maîtres quintiliens que ceux qui lisent Astérix connaissent bien, puisque la plupart des formules qui sont employées dans Astérix, les citations sont de Quintilien. Toujours les interrogations sur le discours. Cicéron, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'Orateur et qui est un grand rhétoricien. Il faut savoir qu'à l'époque, il convenait de parler sans notes. Il convenait donc d'avoir en tête, dans sa mémoire, l'organisation du discours. De là, une technique particulière qui s'appelle la technique des palais de mémoire, qui a été inventée d'ailleurs en Grèce, mais que les Romains se sont appropriés pour pouvoir structurer de longues interventions. Aristote a beaucoup parlé de la rhétorique, et ce qui nous intéresse chez Aristote, c'est le fait que pour lui, la rhétorique correspond à ce que nous disions au début, c'est-à-dire un mécanisme de développement du sens critique et de la pensée. Et quand il dit que l'une des tâches de la rhétorique est de dresser un catalogue des lieux, c'est-à-dire des points de vue les plus généraux sur lesquels un sujet peut et doit être abordé. Prendre en considération la totalité des lieux est le seul moyen de traiter un sujet de façon exhaustive. Alors prendre la totalité des lieux, c'est, par exemple, s'occuper des faits, s'occuper des discours qui les enveloppent, s'occuper de ce qui est ressenti. On verra que le discours politique aujourd'hui est beaucoup sur le pathos qui se ressent, essaye à partir de là de créer des lois, mais comme les lois n'ont aucune interaction directe avec le pathos, eh bien on a laissé de côté les faits et les discours idéologiques qui portent ces faits. Et du même coup, on est dans une espèce de crise permanente. Alors, sur le PDF que vous consulterez, vous lirez tranquillement hein, ce passage. Disons que la vision d'Aristote est une vision extrêmement scientifique du discours. La rhétorique, à quoi ça sert? C'est une fonction qui sert à persuader. Hein. Et cette persuasion, elle va dépendre de celui qui parle, d'éthos, et de la passion qui l'anime, pathos. Voilà. Cette fonction de persuasion, elle peut servir à instruire, à expliquer, bien sûr. Il faudra bien sûr chercher à plaire, et si possible à mettre en mouvement, c'est-à-dire à émouvoir. On voit que la motivation résulte d'une persuasion qui permet de façon positive d'expliquer à quelqu'un dans quelle nouvelle posture il doit se présenter. Il y a une fonction qu'on qualifie d'herméneutique, c'est-à-dire elle signifie l'interprétation. Ça caractérise en fait
tout ce qui a trait à l'interprétation des textes et à la critique. En management, on a besoin de cette fonction herméneutique. Quand quelqu'un nous raconte que tel client est heureux, que ceci, que cela, qu'il risque de passer une commande, il y a une herméneutique à faire pour voir. Je ne sais pas, au moment où vous regardez cette vidéo, où en est l'histoire de la vente des Mirages par Dassault à l'Inde, mais voilà quelque chose qui est bien intéressant, c'est l'herméneutique des discours échangés et de la façon dont on parle de ça, sachant que le commerce avec l'Inde est réputé pour être particulièrement difficile. La rhétorique a une autre fonction, c'est de favoriser la découverte, c'est une fonction heuristique. On a vu ce que c'était que l'heuristique. Et donc le discours va être une façon aussi de mettre en appétit les esprits, de créer des associations d'idées, de générer des abductions. Enfin, bien sûr, il y a la fonction pédagogique de la rhétorique. La rhétorique se compose de plusieurs choses. De l'emploi des mots, donc ils font du vocabulaire, d'une capacité syntaxique, donc on n'aura pas la même rhétorique en français et en chinois parce que ce n'est pas la même grammaire. Et puis ensuite, il y aura bien sûr un jeu entre le mot et les sens possibles qu'il a, entre signifiant et signifié. Et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on aura une coloration du discours. Voilà. On parlait de Quintilien. L'éloquence comme la raison est la vertu de l'homme. Donc l'éloquence, il ne s'agit pas de quelque chose qui est de l'ordre d'un discours vide, il ne s'agit pas d'un discours de séduction, il s'agit d'un discours de construction. Autrement dit, quelle porte j'ouvre pour que vous ayez accès à ma cérébralité, à mes modes de pensée. Donc il faudra travailler ce que l'on doit dire, savoir l'organiser. Certains disent, oh ben c'est facile, thèse, antithèse, synthèse, la classification. On sait que ce n'est pas le cas dans le juridique en France, ou dans le juridique, il n'y a que 2 parties. Mais on peut très bien utiliser d'autres structures. Les 7 jours de la création, les 5 points cardinaux chinois, le nord, le sud, l'est, l'ouest, et le milieu, puisque c'est l'empire du milieu, et que c'est le 5e point cardinal. Choisir la façon pour le dire, et c'est là où on va avoir une coloration. Et au-delà de la coloration, on aura également des figures de rhétorique. Les figures de rhétorique consistent à structurer des phrases. Comme je vous le disais précédemment, comme je vous le dis encore, et comme je vous le répéterai demain, savoir parler est l'essence même du management. Je viens d'employer une figure de rhétorique basée sur une répétition croisée avec un glissement du temps. Savoir allier la parole et le geste, bien sûr. Et là, certains ont le syndrome de l'ours et bougent beaucoup, c'est un petit peu mon cas. D'autres seront plus calmes. Quand vous regardez quelqu'un comme Obama, il a une structure rhétorique très puissante et en même temps un physique extrêmement posé, extrêmement calme. La mémoire retire ce qu'on doit dire parce qu'il est rare qu'on puisse délivrer un discours d'une seule traite sans prendre des bifurcations à un moment en fonction de ce qui se passe dans la salle. Et donc il faut pouvoir saisir des balles au bond et rebondir. On retrouve là le qui, où, comment, pourquoi, quand, etc., utilisé très souvent en latin dans Astérix. Alors, à côté de logos, mythos, pétos, les faits, l'histoire est ce qu'on ressent, il faut bien se rappeler qu'en linguistique, donc dans la langue, les mots ont une connotation symbolique, c'est-à-dire qu'ils ont un écrit comme sens, mais vers le signifiant, c'est quoi? Sens, c'est l'organe, c'est la ville, c'est la direction, etc. Donc on voit bien que certains, j'ai vu quelquefois parler de mots de vie et mots de mort, eh bien, il y a dans la coloration du discours des éléments particuliers à prendre en compte. Dans les figures de rhétorique, il y a un inventaire qui a été fait dans un livre d'auteur inconnu qui s'appelle La rhétorique à Herénius, qui a été probablement écrit avant la vie de Cicéron, puisque Cicéron n'y fait jamais allusion, donc ne le connaissait pas. Donc il a été, écrit après Cicéron. Et Herénius fait un catalogue de toutes les figures de rhétorique que l'on peut utiliser. Cicéron nous rappelle qu'il y a 3 fondamentaux. Prouver la vérité de ce que j'affirme. Et là, c'est une formule presque théologique, de quoi procède ce que j'énonce. Se concilier la bienveillance des auditeurs à travers une technique qu'on appelle la technique des accroches.
La technique des accroches, c'est des techniques qui permettent, si je parlais vulgairement, de dire de chauffer un peu la salle. On peut commencer en parlant du climat. Il fait très chaud aujourd'hui et la salle semble bien inconfortable. Je partage votre souffrance. Voilà, c'est typiquement une accroche. Les accroches, on peut en faire beaucoup. On pourra les répéter au niveau du discours par une technique dite en roman de contrepoint, c'est-à-dire d'allusions qui reviennent un petit peu plus loin dans le discours pour rappeler des accroches initiales. Et puis, bien sûr, éveiller chez les auditeurs toutes les émotions, toutes les mises en mouvement qui sont utiles à la cause. On en a un exemple très très fort dans le discours de Chicago d'Obama. Discours de Chicago qui portait sur ce pasteur excessif. Et où Obama rappelle ce que c'est que la vie des pauvres, notamment des pauvres noirs américains. Et donc il demande à chacun de se positionner par rapport à un certain nombre de faits. Et à partir de là, évidemment, la cause est entendue, c'est-à-dire le pasteur, dans la critique du système américain, avait quand même raison.